Bonjour à tous et bienvenue sur le dernier webinaire de ce cycle sur l'accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis donc Faustine Tillard, je travaille chez Mobidis. Et aujourd'hui, on accueille Marine-Nina Denis, qui est bibliothérapeute, qui travaille également dans l'édition, notamment pour Tom Pouce, qui doit parler à pas mal d'entre vous. Et donc l'idée d'aujourd'hui, c'est qu'elle nous présente un petit peu la bibliothérapie et puis comment ça peut aider justement ces élèves un petit peu plus en difficulté que les autres, et puis tous les élèves d'ailleurs. Donc je vais te laisser la parole, Marine. Bienvenue. Très bien, eh bien, merci beaucoup Faustine. Je suis ravie d'être là, merci beaucoup pour l'invitation. Aujourd'hui, on va parler de bibliothérapie et en fait comment est-ce qu'on peut proposer ce merveilleux outil pour aider à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc déjà, le premier point, c'est qu'est-ce que la bibliothérapie? Parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup ces dernières années, on va dire, mais où les gens ne savent pas forcément exactement en quoi ça consiste. Alors en fait, la bibliothérapie, c'est quelque chose qu'on fait tous de façon assez instinctive, sans même y réfléchir. Juste le fait en fait de se poser pendant 5 minutes avec un livre, de prendre du temps pour soi, c'est déjà faire de la bibliothérapie. Le fait de choisir un livre aussi à la bibliothèque ou dans une librairie, de se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de lire en ce moment, de quoi j'ai besoin, ou même choisir un livre juste parce qu'on a un coup de cœur, c'est aussi de la bibliothérapie. Le fait de rire ou pleurer en lisant un livre, ça aussi. Le fait aussi de se reconnaître dans un personnage, c'est-à-dire de se dire que en lisant, on se dit, ah mais ça me fait penser à des choses de ma vie, ce qu'il est en train de vivre, et voilà, et ça me fait réfléchir à des choses. Et puis, il y a aussi la bibliothérapie. Pour moi aussi, c'est pas uniquement la lecture, c'est aussi l'objet livre. L'objet livre, c'est quelque chose qu'on va toucher, qu'on va pouvoir sentir et qui va avoir un côté rassurant. Et puis, on a ces livres qui sont, moi, ce que j'appelle des livres doudous. En fait, ces livres qui nous suivent partout, qu'on a dans notre bibliothèque, qu'on va avoir sur notre table de chevet, qu'on va peut-être relire une, deux, 10 fois, 20 fois dès qu'on en a un petit peu besoin. Et, euh, et voilà. Et ça, par exemple, les livres doudous, c'est quelque chose qu'on trouve souvent chez les enfants. Souvent, les enfants, ils vont avoir un ou plusieurs livres qu'ils vont aimer relire plusieurs fois, ce qui peut avoir des fois des côtés peut-être redondants pour les parents. Mais en tout cas, le fait de relire plusieurs fois, aller dans une histoire qu'ils connaissent déjà, retrouver, on va dire, cet univers qui leur fait du bien. Du coup, voilà, c'est un côté rassurant. Le fait de lire aussi un album à un enfant avant de se coucher le soir, ça, on est totalement dans de la bibliothérapie parce que, en fait, le fait de lire l'album, ça fait partie du rituel du coucher. Ça va être un moment de partage entre un adulte et un enfant. Ça va aussi être un moment d'apaisement. Le fait de lire une histoire à voix haute, ça va permettre d'apaiser l'enfant et de le préparer au coucher. Et généralement, en plus, le contenu du livre va aussi pouvoir influencer son sommeil, ses rêves, toute son imagination et voilà, et d'autres éléments sur lesquels je vais revenir un petit peu plus tard. Donc, en fait, pour moi, la bibliothérapie, c'est le fait que des livres provoquent des émotions et en fait permettent quelque part d'apprendre à mieux se connaître. Voilà. Moi, c'est vraiment ma définition. C'est en fait quand la lecture devient intime et que ça nous permet de changer notre regard sur les choses et sur nous-mêmes. Donc, alors la bibliothérapie, c'est quelque chose qui existe depuis, je dirais, la nuit des temps, vu que voilà, ce sont les bienfaits de la lecture. Mais la première fois que, on va dire, ça a officiellement été utilisé,
c'était en 1916, c'est une anglo-saxonne qui s'appelle Sadie Peterson Delaney, qui a utilisé la bibliothérapie pour soigner des soldats de leur traumatisme de la Première Guerre mondiale. Voilà, et en fait, depuis, ça s'est développé. Donc, c'est vrai qu'en France, c'est pas quelque chose qui est encore très développé, même si c'est vrai que moi, depuis que j'ai commencé, moi, ça fait 4 ans que je fais de la bibliothérapie. Il y a beaucoup plus de bibliothérapeutes aujourd'hui qu'il y a 4 ans, mais c'est encore quelque chose qui reste assez confidentiel, alors qu'en Angleterre, c'est beaucoup plus développé. Et il y a notamment pas mal de médecins qui prescrivent des livres à leurs patients, donc qui font de la bibliothérapie en plus de la médecine. Donc voilà, mais donc c'est quelque chose, on va dire, qui est quand même en train de pas mal se développer en France. Alors, il y a plusieurs formes de bibliothérapie faite par des bibliothérapeutes. La plus connue, ça va être, moi, ce que j'appelle de la bibliothérapie prescriptive. Donc, c'est-à-dire, vous avez un souci et ben, je vais vous prescrire tel livre qui pourra vous permettre de vous faire du bien à ce moment-là par rapport à ce souci-là. Alors ça, c'est ce qui est le plus courant et la première chose, on va dire, qui nous vient à l'esprit quand on parle de bibliothérapie. Il y a pas mal de livres qui sont sortis aussi avec des prescriptions de livres. Voilà, si vous avez mal à la tête, il faut dire ci, il faut dire ça. Enfin voilà, on va dire, c'est ce qu'on croise le plus souvent quand on pense à la bibliothérapie ou quand on se renseigne sur la bibliothérapie. Moi, ce que je fais, c'est de la bibliothérapie créative. Donc en fait, c'est qui va être beaucoup plus axé sur la lecture à voix haute. Donc voilà, ce dont je parlais un petit peu tout à l'heure par rapport au fait de lire un livre à un enfant avant de se coucher. Donc moi, c'est un peu ça, c'est-à-dire que je lis, voilà, je vais vraiment travailler sur la lecture à voix haute et je vais travailler généralement en atelier de groupe. Donc, je travaille aussi bien avec des enfants qu'avec des adultes, où en fait, je vais lire des textes et je vais demander aux participants de se concentrer en fait pendant la lecture du texte sur vraiment leurs sensations. Qu'est-ce qui va se passer dans leur corps quand je vais lire ce texte? Ça va être aussi bien toutes les pensées qui vont les traverser, mais aussi physiquement. Parce que des fois, eh ben, on peut avoir des frissons. Enfin voilà, il peut se passer plein de choses où on peut aussi ne rien ressentir du tout. Et l'idée, en fait, c'est que à la lecture d'un même texte, les participants échangent sur ce qu'ils ont pu ressentir pendant la lecture du texte. Et en fait, on va se rendre compte que vraiment, un texte va résonner totalement différemment en fonction de la personne qui l'écoute. Alors, je vais vous donner un exemple très précis, mais à la limite, ce que je peux vous proposer, c'est de vous lire un texte et puis de tester, que vous soyez les cobayes et que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et du coup, Justement. Marine, je t'arrête juste 2 secondes. J'ai un peu activé le chat. Là, Ouais. je vais juste préciser qu'on répondra à toutes les questions à la fin. Là, l'idée, c'est voilà, de te laisser présenter et nous raconter tout ce que tu as envie de nous raconter. Et moi, je vais centraliser toutes les questions à la fin, donc n'hésitez pas à les poser. Ne vous inquiétez pas si on ne répond pas tout de suite maintenant, mais on va revenir sur toutes vos questions après, sans faute. Voilà, je te laisse nous raconter une histoire. Alors, petite précision avant de lire ce texte-là. Donc, moi, du coup, j'ai une formation de bibliothérapeute, mais j'ai aussi une formation de sophrologue. Et sachant que aujourd'hui, pour moi, en fait, il y a autant de bibliothérapie qu'il y a de bibliothérapeutes. Donc, tout ce que je vous présente aujourd'hui, alors donc, du coup, j'ai ma formation de sophrologue et j'ai ma formation aussi de personnes qui travaillent dans l'édition, et notamment autour des troubles des apprentissages, parce que comme disait Faustine tout à l'heure, je travaille pour les éditions Tom Pouce depuis 10 ans. Et voilà, donc on va dire, voilà, tout ce que je présente aujourd'hui, c'est mon expérience à moi. Voilà, c'est pas une généralité pour tous les bibliothérapeutes. Voilà. Du coup, eh ben, c'est parti pour le petit texte. Donc généralement, quand je vais être en séance de bibliothérapie, et j'ai vu dans les participants qu'il y en avait quelques-uns qui avaient déjà fait des ateliers avec moi,
je vais en fait commencer par un temps où je vais demander aux personnes juste de se poser, de respirer et puis de fermer les yeux. Donc, à la limite, je vous propose derrière vos écrans de fermer les yeux pendant que je vous lis voilà, mon petit extrait. Et vraiment, du coup, d'être à l'écoute de tout ce qui va se passer dans votre corps, de toutes les pensées, de toutes les sensations, et de vous concentrer sur ma voix. Vous pouvez fermer les yeux. La carie ou la tentation de la douleur. Réveillée à l'équerre par une carie dentaire. Après m'avoir fait sauter en l'air, cette saloperie m'a paru intéressante. La carie électrocute. C'est la douleur la plus proche de la décharge électrique. Comme toute électrocution, elle crée la surprise. La langue rêvasse dans la bouche sans y songer, et tout à coup, 2 ou 3 000 volts. C'est extrêmement douloureux, mais instantané. Un éclair isolé dans un ciel d'orage. Cette douleur ne diffuse pas. Elle est strictement limitée à son périmètre de malfaisance et s'estompe presque aussitôt, au point qu'après avoir créé la surprise, elle suscite le doute. Alors, commence le jeu dangereux de la vérification. Notre langue y va voir, très circonspecte, avec des prudences de démineur, testant la gencive, parfois la paroi de la dent suspectée, avant de se hasarder sur la crête ébréchée et de glisser dans le gouffre, avec une circonspection de limace, antenne tâtonnante. Précaution ou pas, on reprend une décharge à sauter au plafond et on se le tient pour dit. Seulement, il est difficile de garder longtemps présente à l'esprit la conscience de la douleur à ce point passagère. On y retourne. Nouvelle décharge. Le mollusque se recroqueville illico. C'est taquin une carie. Et voilà, vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Alors, dans l'idéal, je vous demanderai qu'est-ce qui s'est passé pendant la lecture de ce texte-là. Bon, là, on ne peut pas dans ce format-là, mais moi, c'est vrai que c'est un texte que j'utilise beaucoup. Alors, pour information, alors, généralement, pendant les ateliers, je ne vais pas dire d'où vient le texte, tout simplement pour éviter de se dire « Oh, j'ai lu ce livre, j'ai pas lu ce livre. Oh, j'aime cet auteur, j'aime pas cet auteur. » Enfin, en fait, pour laisser un petit peu le cerveau de côté et vraiment pouvoir s'approprier le texte. Là, je vais vous dire d'où il vient, parce que parce que je pense que ça peut être utile. Donc, du coup, c'est un texte qui est extrait de Journal d'un corps de Daniel Pénac, et en fait, où on suit en fait un homme qui va écrire le journal de son corps, de sa naissance jusqu'à sa mort. Et voilà, et on va suivre vraiment comme ça l'intimité de son corps et l'évolution de son corps. Et c'est un outil de bibliothérapie absolument génial. Et donc ce corps-là, on parle donc ce corps-là, pardon, ce texte-là, on parle du corps. On parle d'une carie et en fait, en fonction du public, on va se rendre compte que, alors, certaines personnes, ça peut leur rappeler une expérience chez le dentiste. D'autres personnes, ça va réveiller une douleur dans le corps, mais pas forcément une douleur dentaire, d'autres douleurs. D'autres, généralement les adultes, ça peut leur rappeler quelque chose de positif, des souvenirs d'enfance, parce que souvent la carie, c'est lié à l'enfance. Et, et voilà. Et donc, en gros, ça va vraiment résonner totalement différemment en fonction de la personne qui l'écoute. Et donc, généralement, une fois que j'ai lu ce texte-là, une fois que j'ai lu le texte, je vais continuer mon atelier par un petit atelier créatif sur lequel je reviendrai après, où là, je vais aborder la notion de l'écriture. Voilà. Mais avant ça, je voudrais m'arrêter justement sur en quoi le fait de lire des textes comme ça à voix haute va permettre d'aborder la lecture avec des enfants, en fait, de les accompagner dans la lecture. En gros, en fait, l'idée, c'est de leur donner vraiment une approche qui est liée aux émotions. Donc, le fait de lire un texte à voix haute, en fait, ça va donc les aider à développer tout ce qui est le langage, donc l'acquisition du vocabulaire, l'enrichissement de la construction des phrases,
le fait de leur demander d'écouter leurs émotions, ça va leur apprendre aussi à, juste à mieux gérer leurs émotions, parce que comme tout, plus on comprend ce qui se passe à l'intérieur de nous, plus c'est facile de les gérer. Donc, gestion des émotions, gestion du stress aussi. Ça va travailler sur les différentes mémoires d'apprentissage, et notamment le fait de pouvoir parler d'un texte de façon personnelle. C'est-à-dire, je te lis un texte, est-ce que tu peux me dire, toi, ta vision du texte, qu'est-ce qu'il t'a fait ressentir? C'est pas la même chose de dire, je te lis un texte, est-ce que tu peux me résumer ce texte? C'est, est-ce que tu peux me résumer ce texte vraiment par rapport à toi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça ouvre en fait plusieurs champs de mémoire d'apprentissage. Et enfin, ça va travailler les habiletés sociales, donc la compréhension des pensées, des intentions, des émotions, comme je disais tout à l'heure, mais que ce soit bien, que ce soit ses émotions à soi, mais aussi les émotions d'autrui, parce qu'il va y avoir un échange. À la fin, chacun va dire ce qu'il a ressenti pendant le texte. Donc, ça va travailler aussi l'écoute et la bienveillance. Donc, en gros, l'idée, c'est d'aborder la lecture autrement. Et généralement, donc moi, ce que je fais pour des enfants qui soit commencent à lire, soit qui sont déjà plus à l'aise dans la lecture, c'est qu'une fois qu'on a fait tout ce travail-là, donc de lecture à voix haute et d'échange, je vais leur donner le texte écrit pour qu'ils puissent se l'approprier enfin différemment, enfin se l'approprier, donc cette fois-ci en dur. Donc voilà ces mots qui t'ont fait ressentir ces émotions et qu'est-ce qui se passe quand tu les as sous les yeux. Et même si les enfants ne maîtrisent pas encore très bien la lecture, ces mots, ils les ont déjà apprivoisés d'une certaine manière, et même s'ils n'arrivent pas à bien lire le texte maintenant, c'est pas grave, il pourra leur servir plus tard. Mais en fait, le fait de leur donner ce texte-là, c'est un peu, c'est pour revenir tout à l'heure à ma notion de livre doudou, le fait de pouvoir avoir le texte en version écrite et en version papier, de pouvoir le toucher, c'est une manière en fait de le garder un peu comme un trésor et d'en faire quelque chose de précieux. Euh, donc voilà. Donc voilà en gros comment je déroule l'atelier pour le côté lecture. Donc ensuite, comme je vous disais, je vais passer à un atelier et donc je fais de la bibliothérapie créative et donc du coup ça implique un aspect créatif derrière. Donc généralement les ateliers je les fais suivre par un atelier d'écriture. Mais je vais adapter ça en fonction du public qui est en fonction si les gens sont plus ou moins à l'aise avec l'écriture ou sont à une période de leur vie où ils savent déjà écrire. Donc, je vais demander, en fait, généralement, on va aborder une thématique. Donc là, par exemple, pour la carie, on va travailler autour de la thématique du corps. Et je vais demander d'écrire, de rédiger un texte un peu à la manière de... à la suite de la lecture du texte. Donc là, par exemple, pour la carie, généralement, je vais demander aux participants de rédiger une lettre à une partie de leur corps, si possible bienveillante, mais voilà. Et donc par écrit, mais si le public n'est pas forcément à l'aise avec l'écrit, je vais passer par le dessin ou par le collage, par exemple, découper une partie de corps dans un magazine et puis le coller, et puis parler de cette partie de corps. Ou pour les plus petits enfants qui maîtrisent pas non plus forcément très bien l'anatomie, de faire dessiner un bonhomme en entier et puis de désigner les différentes parties du bonhomme et nouer le dialogue par rapport, voilà, qui me raconte le pied, à quoi ça sert le pied. Et puis voilà, qu'on crée vraiment un début de narration avec cet outil-là. Donc en gros, l'idée, c'est d'emmener doucement à la narration par le jeu et l'expérience. Et je travaille aussi avec le dessin, par exemple avec des personnes qui vont être plus âgées, qui vont avoir un petit peu plus de mal, on va dire par exemple avec... bon, écoutez, ça va être dans le prochain.
je vais faire cette petite parenthèse-là un tout petit peu plus bas, vous comprendrez. Du coup, dans ces ateliers d'écriture, donc l'idée vraiment, c'est de passer par le jeu pour amener à la compréhension de la narration et puis aussi à l'écriture. Moi, j'ai eu l'idée, en fait, pendant mes ateliers, de créer un petit jeu pour aider à la narration qui est, hop, juste là, ici, qui s'appelle Raconte-nous 110 cartes pour aider à la narration et développer la créativité, donc qui est publié aux éditions Tom Pouce. Et en fait, dans ce jeu-là comporte 3 cartes différentes. Donc, hop, ici, donc on va avoir les cartes personnages, les cartes décors et les cartes objets. En fait, j'utilise ces cartes-là pour travailler avec les enfants ou les adultes le schéma narratif. Donc, à savoir que pour créer une histoire, généralement, il faut qu'il y ait un personnage, il faut qu'il y ait un décor autour, et puis il va y avoir un objet de quête, donc soit un objet, soit un autre personnage, voilà, qui va nous permettre de créer une histoire. Ou alors, on peut travailler juste sur un petit personnage, et puis on va imaginer quelle vie il peut avoir. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemblent les cartes. Alors, voilà. Hop, quand on voit de près. Alors, comme vous pouvez voir, en fait, ce sont des dessins qui sont le plus simple possible. Donc, l'idée, en fait, c'était d'avoir des cartes neutres. Donc, c'est-à-dire avoir des dessins qui sont à la fois réalistes, avec très, très, très peu de détails, pas de couleurs, pour laisser la place entière à l'imagination et de pouvoir travailler en fait aussi bien avec des enfants qu'avec des adultes. Alors, pour l'imagination, voilà, par exemple, on prend ce monsieur-là. C'est drôle parce que dans mes ateliers, j'ai eu plusieurs interprétations, c'est-à-dire qu'on m'a déjà dit que c'était un dandy des années 20, on m'a déjà dit « Oh, il ressemble à mon grand-père ». Enfin voilà, en fait, chacun peut vraiment projeter dans ce monsieur ce qu'il a envie de projeter. Et donc voilà, donc c'est des cartes qui sont des bons supports pour créer des histoires à l'infini, mais aussi, du coup là je reviens, du coup pour travailler avec des personnes qui vont être plus âgées et qui vont avoir potentiellement des soucis d'ordre neurologique. Je pense notamment par exemple à des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. C'est un jeu de cartes en fait qui va aussi permettre de travailler beaucoup, de continuer de travailler la description. Donc là par exemple, le sac à dos, on va demander à la personne à quoi ça sert un sac à dos, est-ce que vous pouvez me le décrire, enfin voilà, voilà, donc en fait l'idée c'est de pouvoir vraiment travailler avec tout type de public et tout type de public avec différents soucis neurologiques ou handicaps. Voilà, donc ici aussi en fait du coup donc moi c'est un jeu qui me permet de travailler aussi bien à l'oral qu'à l'écrit et donc en fait d'amener à l'écriture à travers le côté ludique et la créativité. Voilà, donc en fait que ce soit en fait pour moi ce que je propose, on va dire, dans mes ateliers de bibliothérapie créative, aussi bien en lecture qu'en écriture, c'est vraiment de travailler, d'aborder ces deux thématiques par l'aspect émotionnel. Parce qu'en fait, que ce soit en classe ou au travail pour les adultes, l'aspect émotionnel est très très souvent étouffé dans tout ce qui est apprentissage. Alors que pour moi, ça représente en fait une forme de mémoire extrêmement importante. Par exemple, quand on se souvient bien plus d'une publicité qui va passer à la télé quand elle est drôle que quand finalement on nous vend juste une lessive qui est pas chère et qui marche bien, mais si dedans le publicitaire a placé 2 ou 3 gags, et ben on va se souvenir en allant au supermarché de dire mais bien sûr c'était très rigolo cette publicité. Voilà, c'est un peu la même chose en fait, c'est-à-dire que les émotions vont nous permettre d'ancrer les apprentissages. On va
avoir à la fois, on va réussir à mieux se souvenir des choses et à la fois, on va prendre plus de plaisir. Le fait de connecter un enfant à ses émotions, ça va lui permettre d'aborder la lecture de manière de donner une dimension en fait très très personnelle à la lecture et pareil pour l'écriture, même si c'est pas évident d'écrire, même si c'est pas évident de construire un récit, le fait de passer par le jeu et par parler de soi, quelque part, ça va aider à amener le travail autour de l'écriture. Donc voilà, le fait de passer par l'expérimentation et par l'émotion et par le jeu, ça permet d'amener la lecture et l'écriture différemment. Donc voilà, donc comme je vous disais au début, chaque bibliothérapeute a sa façon de travailler. Moi, mes ateliers, j'ai un déroulé qui est souvent similaire que j'adapte en fonction du public, mais c'est un déroulé qui peut être adaptable partout, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser aussi bien à l'école que moi je fais beaucoup d'interventions en médiathèque aussi, je fais des interventions en librairie ou qui peut même être utilisé en face à face si on travaille avec un élève tout seul. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer un petit peu, résumer un petit peu le déroulé de moi, comment je propose un atelier, si jamais vous voulez tester, que ce soit à l'école ou en médiathèque. Donc voilà, donc du coup, je commence toujours par un exercice de sophrologie, parce que c'est ma déformation de sophrologue, mais en fait, c'est un gros mot, mais en fait, tout simplement, j'ancre les participants dans le moment présent. Donc, je vais faire en fait un scan de la tête aux pieds, en fait, en les faisant au moment de fermer les yeux et de se concentrer sur les sensations qu'ils ont dans la tête, dans les épaules, les bras, vraiment jusqu'au bout des pieds. Et en fait, ça va permettre de s'ancrer dans le moment présent et de laisser un peu de côté tout ce qui s'est passé avant, la cour de récréation, d'être vraiment en classe ou une journée, toute la journée qui vient de se dérouler et de se concentrer sur l'exercice. Donc ensuite, je demande aux personnes de fermer les yeux et je vais leur lire mon texte à voix haute. Alors ce texte, généralement, je vais le choisir. L'idée, c'est qu'il soit vraiment très court pour que l'attention puisse rester, en gros, pour que les personnes puissent vraiment se concentrer du début à la fin. Donc, vous avez vu tout à l'heure mon exemple de la carie. Ma lecture a duré à peu près 2 ou 3 minutes. Ça peut aller de 30 secondes à 5 minutes, mais déjà 5 minutes, c'est très long pour garder l'attention et que les gens puissent vraiment rester concentrés jusqu'au bout. Voilà, donc l'idée, c'est de prendre des extraits, des petits textes courts comme ça. Alors, je ne vais pas vous faire une liste de textes parce que pour moi, c'est vraiment la personne qui anime l'atelier, mais le médiateur, ça doit résonner avant tout en lui, le texte qu'il va lire, parce que s'il n'y met pas l'intention. Donc, je dirais que c'est surtout à vous, au fur et à mesure de vos lectures, si vous voyez un extrait qui vous a touché, et ben vous dites, ah, peut-être que ça peut me servir pendant mon atelier. On va dire la seule chose importante, c'est souvent les meilleurs textes de bibliothérapie sont des textes métaphoriques. Voilà, donc essayez de faire en sorte voilà, qu'il y ait de la métaphore dans le texte et ce sera un bon outil de bibliothérapie. Donc voilà, mais avant tout, il faut que ça résonne en vous pour pouvoir le proposer. Donc voilà, une fois que j'ai lu le texte, donc on va avoir l'échange de ressentis. Donc vous, en fait, en tant que médiateur, l'idée, c'est de ne pas juger, d'être dans la bienveillance, de laisser la parole à celui qui parle et de demander aux autres personnes de ne pas intervenir, de ne pas forcément donner leur avis. En fait, l'idée, c'est vraiment, dans un premier temps, d'exprimer ce qu'on ressent. Donc, le médiateur ne doit pas donner de conseils, n'interprète pas
ce qui est dit, juste en fait, il prend les ressentis comme ils viennent, sans jugement et avec bienveillance, et demande aux autres participants de faire de même. Voilà, donc quand je travaille avec des enfants, généralement, je vais leur donner le texte sur lequel on a travaillé pour qu'ils puissent se l'approprier. Et donc ensuite, je termine par un atelier créatif en fonction des thématiques abordées, dessin, écriture ou collage, ou par exemple en utilisant un support comme le jeu Raconte-nous. Donc généralement, les ateliers, en fonction du public, ça peut aller en tout, pour les enfants qui vont avoir 5 ans, ça va être très très court. Je vais essayer de faire ça en 15-20 minutes. Avec des adultes, généralement, je prends 1h30. Et puis si vraiment il y a un gros travail d'écriture derrière, ça peut prendre une après-midi même. Mais bon, en moyenne, je dirais, c'est entre 20 minutes et 1h30 un atelier comme ça. Euh, donc, euh, donc voilà, un petit peu si jamais vous voulez tenter de faire un petit atelier de bibliothérapie dans vos établissements, c'est toujours un super moment de partage et d'échange. Et aussi bien, ça, voilà, ça apporte énormément, même en tant que médiateur. On apprend plein de choses. Alors, euh, pour, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur le sujet, j'ai quelques petits livres à vous conseiller. Alors, du coup, le premier que je peux vous conseiller, alors, je crois que c'est écrit à l'envers sur la caméra, mais du coup, c'est Les livres prennent soin de nous de Régine de Tandel pour une bibliothérapie créative, donc qui est sorti il y a quelques années chez Actes Sud. Alors, Régine de Tandel, c'est un petit peu la papesse de la bibliothérapie en France. C'est elle qui m'a formée d'ailleurs. Et donc elle travaille vraiment sur la bibliothérapie créative. Donc son livre est très bien, on va dire, pour survoler un petit peu la thématique, quels peuvent être les apports des livres et de la lecture et des ateliers créatifs aussi, parce qu'elle en parle dedans. Voilà, au quotidien. Donc c'est un très très bon livre d'entrée en matière sur le sujet. Le deuxième que je peux vous proposer, qui est Michel Petit, Éloge de la lecture, la construction de soi. Donc Michel Petit, elle est anthropologue. Alors, ça parle de bibliothérapie, même si elle n'aime pas ce terme-là. Elle préfère parler de passeur de livres, ce que je trouve extrêmement poétique. Et alors, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un bijou, ce livre-là. Et elle aborde vraiment, voilà, en fait, elle a fait c'est une anthropologue qui est spécialisée dans la lecture et l'apport de la lecture. Et en fait, donc, elle présente ses recherches et elle va suivre aussi des médiateurs du livre. Et en fait, voilà, donc c'est un mélange entre ses recherches. Elle va donner des exemples concrets aussi de travaux qui ont pu être faits par des médiateurs de livres. C'est très axé autour des enfants. Voilà, donc c'est d'autant plus intéressant que vraiment on peut vraiment trouver pas mal d'outils pour travailler avec les enfants dedans. Voilà, voilà pour ce qui est de la bibliothérapie. Après, il existe pas mal d'autres livres. D'ailleurs, j'ai cru voir dans la liste des participants qu'il y avait Aurélie Louvel qui était là, qui va sortir bientôt un livre sur la bibliothérapie jeunesse chez Dunod. Donc, j'ai pas encore eu la chance de lire, mais en tout cas, ça n'existait pas encore. Et normalement, je crois que c'est au mois de juin, il me semble. Je vais passer l'information. Donc, pour ce qui est du jeu et de l'apport, en fait, euh, du jeu et dans les ateliers créatifs, je vous conseille ce livre-là qui est sorti aux éditions de Tom Pouce. Je fais un peu la pub pour ma paroisse, mais bon, il se trouve que il est vraiment absolument passionnant. Donc, il s'appelle Le développement cognitif par le jeu. Et donc, ce sont deux orthophonistes qui l'ont écrit. Et en fait, c'est une nouvelle collection qui est très bien faite, donc qui est très courte, comme vous pouvez voir, et en fait, avec beaucoup de schémas très simples. En fait, c'est vraiment très court, très concis, et voilà, ça permet vraiment de résumer de façon très précise, justement,
que va apporter le jeu, en fait, de comprendre vraiment l'importance du jeu pour renforcer les fonctions cognitives et exécutives. Et voilà, c'est un petit bijou qui est sorti il y a un mois, mais je pense vraiment que ça va devenir une référence dans le on va dire dans le milieu. Et alors, il y a ce livre-là aussi qui est La mémoire à l'école de Michel Mazot donc, et de Michel Cerisier-Pouet, qui sont toutes deux. Alors, Michel Mazot est médecin spécialisé dans les troubles 10 et Michel Cerisier-Pouet est psychologue. Et en fait, elle parle dedans des différents types de mémoire pour les apprentissages. Et donc voilà, donc en gros, justement, et donc il est question dedans, justement, de la mémoire à travers le jeu, l'émotion, et qui peuvent vraiment servir à pallier des troubles des apprentissages en passant justement par ces outils-là. Donc je vous le conseille aussi chaudement. Celui-ci est sorti il y a un an à peu près. Et donc enfin, pour terminer sur les ateliers d'écriture, moi j'ai celui-ci dont je me sers beaucoup qui s'appelle Atelier d'écriture thérapeutique, donc de Nalia Chidiac, qui elle est docteure en psychopathologie à l'hôpital Sainte-Anne. Alors là, on est vraiment sur... Alors c'est un livre de psychologie. Beaucoup, alors elle travaille beaucoup, elle est avec les adolescents et les adultes, donc on est sur de la psychologie, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que dedans, elle donne beaucoup de cas cliniques et des exemples d'ateliers thérapeutiques à mettre en place avec, du coup, les ados et les adultes. Donc, c'est une bonne source, on va dire. Alors, l'idée, c'est pas de faire des ateliers d'écriture thérapeutique, c'est pas de remplacer, c'est pas de devenir psychologue, hein, mais ça peut être quand même une très bonne source d'inspiration, justement, pour mettre en place des ateliers d'écriture, pour pouvoir parler de soi et, euh, et voilà, et développer un petit peu ce côté-là de l'intime. Voilà pour, mes prescriptions, oui, pour mes conseils lecture. Et enfin, je me refais un peu de publicité. Et du coup, donc, j'ai mon petit jeu qui donc raconte-nous 110 cartes pour aider à la narration et développer la créativité, qui est sorti l'année dernière aux éditions Tom Pouce. Et voilà, qui est un outil que je vous recommande chaudement. Voilà. Voilà, j'ai terminé mon petit exposé. Eh ben, merci Marine, c'était hyper intéressant. On a eu pas mal de questions, notamment sur le comment, enfin, est-ce que tu as des idées pour travailler avec les enfants de 10 ou TDAH? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques qui peuvent bien être reçues par ce type d'enfant ou pas? Alors, je dirais que pour les enfants de 10, tout ce que j'ai proposé est pour moi peut être appliqué à un public 10 ou un public TDAH. La différence pour le public 10, par exemple, pour le texte, je recommanderais de travailler avec un texte qui peut être lisible après, donc un texte assez simple avec des structures de phrases assez simples aussi. Donc, et puis de donner un texte avec une typographie qui va être plus facilement lisible par un enfant 10, voilà, comme fait Moby 10. Voilà. Pour les enfants TDAH, alors du coup là c'est vraiment, je pense, c'est d'essayer de faire des ateliers assez courts. Mais bon, je dirais que les différents, enfin, la façon dont j'ai présenté, pour moi, c'est totalement adapté à un public TDAH. Le fait voilà, de les aider à se recentrer sur eux, justement, ça apprend aussi à écouter les émotions, ce qui est pas forcément, voilà, ce qui est quelque chose d'important, d'autant plus pour un public TDAH et voilà, de faire des ateliers assez courts aussi, mais sinon tout le reste peut être adapté à ce public-là. Après, j'avais d'autres questions sur le fait de faire lire les enfants. Est-ce que ça fait partie aussi des choses que tu proposes? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est bien reçu?
Alors, moi, c'est pas forcément quelque chose que je propose dans mes ateliers, mais c'est vraiment assez personnel. Pas avec les enfants, en tout cas. En fait, l'idée, c'est pas forcément de les mettre en difficulté. Alors, par exemple, alors pour ceux qui veulent, je les fais lire leur texte quand on fait un atelier d'écriture, mais c'est vraiment sur la base du volontariat. Mais par contre, pour les ateliers de lecture, généralement, je ne vais pas faire lire les enfants parce que ça peut. L'idée, c'est pas. Enfin voilà, c'est mon approche, mais voilà, l'idée c'est pas forcément de les mettre dans cette difficulté, c'est vraiment qu'ils se ressentent, enfin, parce que pour certains enfants ça peut être une difficulté, mais en gros, moi mon rôle de médiateur, c'est vraiment de les aider à se recentrer sur eux pour qu'ils aient plaisir à lire à côté, mais de pas le fait de les faire lire, ça les ferait devenir médiateurs, on va dire, voilà, de l'atelier, ce qui est totalement envisageable, hein, c'est pas, mais on va dire dans ce travail-là qui est vraiment l'écoute de soi et, euh, et le partage, on va dire généralement, j'aime bien rester médiatrice et leur laisser de côté ce qui peut être une difficulté, le fait de lire un texte à haute voix. D'accord. Et on me demande si les enfants de 5 ans comprennent déjà est-ce qu'ils comprennent déjà la sophrologie ou pas? Ah oui, voilà, on peut totalement faire de la sophrologie avec des enfants de 5 ans. L'idée, c'est bien sûr d'adapter, d'illustrer ça, on va dire, par des images, c'est-à-dire vraiment d'essayer de leur faire visualiser, par exemple, le fait le scannage du corps, en fait, c'est de leur faire visualiser, par exemple, un gros ballon. Un gros ballon et en fait, même avec leurs bras, et en fait d'imaginer qu'ils ont un gros ballon dans les mains et de faire descendre le gros ballon tout le long de leur corps et jusqu'à arriver par terre. Donc voilà, en fait, pour présenter la sophrologie aux enfants, il faut beaucoup utiliser d'images, mais je dirais même à partir de 3 ans, on peut faire de la sophrologie avec les enfants et c'est très, très utile d'ailleurs euh, à cet âge-là. Et au départ, tu parlais un petit peu de tous les actes du quotidien autour du livre. Tu disais que c'était déjà de la bibliothérapie. Et donc, pourquoi? Bah, Parce Alors, bah, du coup, parce que pour moi, en fait, le fait de l'action de lire ou l'action de toucher un livre ou l'action de choisir un livre, c'est un moment très souvent qu'on va prendre pour soi. En tout cas, les personnes qui ne sont pas obligées, parce qu'il y a le livre qu'on nous oblige à lire et le livre qu'on choisit de lire, ce qui n'est pas forcément la même chose. Mais pour quelqu'un qui va choisir de lire un livre, euh, généralement, la lecture, ça va être vraiment déjà un temps pour soi. Et très souvent, quand on lit un texte, c'est dans l'optique soit de se détendre, soit d'apprendre quelque chose, soit de, 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 En fait, il peut y avoir énormément de raisons, mais dans le sens où ça va avoir une action. Souvent, on dit on n'est pas exactement pareil. En gros, à chaque fois qu'on lit un nouveau livre, on est un petit peu différent, on a une vision un petit peu différente du monde. Et en fait, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que juste le fait de lire, ça va nous apporter quelque chose. Mais c'est la même chose comme pour le fait d'écouter une musique. Par exemple, très souvent, quand on a une rupture amoureuse, on a très envie d'écouter des chansons très très tristes parce qu'on a besoin de pousser, on va dire, notre tristesse au bout parce que c'est quelque chose de normal, on va dire. Ou alors, des fois, on a envie d'aller bien, on a envie de se donner la pêche, donc on va écouter une musique un peu entraînante. Et voilà, c'est en fait, ce sont la lecture, la musique ou même le fait de regarder un film ou le fait de regarder un tableau, ça va provoquer des choses en nous qui sont de l'ordre de provoquer des émotions. Et donc, quelque part, c'est thérapeutique. très bien. Dans les autres questions tout à fait pratiques sur la formation de bibliothérapeute. Mhm.
Alors aujourd'hui, il existe très 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 peu de formations de bibliothérapeutes. Donc moi j'ai fait la formation avec Régine de Tambel, qui est une formation assez courte. Je crois qu'il y a quelques autres bibliothérapeutes qui se sont lancés dans l'aventure de la formation. Mais aujourd'hui, on va dire, il y a rien qui est certifiant où il n'y a aucune, il n'y a pas de ligne directrice, on va dire. En fait, pour moi, pour devenir bibliothérapeute, alors c'est très bien de se former auprès d'un bibliothérapeute, mais c'est bien aussi de compléter cette formation par une autre formation thérapeutique, parce que qui dit bibliothérapeute dit thérapeute. Et du coup, moi, c'est pour ça que j'ai aussi cette formation de sophrologue en parallèle, parce que il y a pour devenir sophrologue, c'est 2 ans d'études. Pour devenir bibliothérapeute, c'est quelques heures de formation. Et du coup, je pense que si vraiment on travaille, on veut devenir bibliothérapeute, si par exemple on est bibliothécaire ou si on est psychologue, on va dire en complément pour pouvoir proposer des ateliers, on peut faire une formation de bibliothérapeute, mais si on veut vraiment devenir bibliothérapeute et en faire son métier à part entière, on va dire, euh, l'idéal c'est de le compléter avec une autre formation thérapeutique ou l'art-thérapie par exemple, qui est un très bon complément de la bibliothérapie. Et bah, du coup, tu rebondis sur une autre question sur quelle est la différence entre un bibliothécaire passeur de livres qui fait des ateliers et un bibliothérapeute. Bah, en soi, pour moi, c'est très subtil parce que, comme je disais, il y a autant de bibliothérapeutes que de bibliothérapie. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas, on va dire, il y a aucun texte officiel, il n'y a pas de regroupement qui a imposé que la bibliothérapie, c'est comme ci, comme ça, comme ça. Donc, je dirais que chacun fait un petit peu à sa sauce. Pour moi, on va dire un bibliothécaire passeur de livres est quand même déjà un peu bibliothérapeute. Mais justement, je pense que c'est important d'avoir de faire attention à ce mot thérapeute qui peut être utilisé de plein de manières différentes. Voilà, on va dire, on peut proposer de la bibliothérapie, mais le fait voilà, d'être bibliothérapeute, je pense qu'il faut vraiment avoir un bagage de thérapeute pour pouvoir gérer peut-être un peu plus en profondeur les choses qui vont ressortir, on va dire, pendant les ateliers. Mais un thérapeute n'est pas psychologue non plus. C'est-à-dire que moi, par exemple, en atelier, il y a des choses qui... Je peux aider les gens à faire sortir des choses, mais par contre, s'ils ont besoin d'aller plus loin et de creuser les choses qui ont émergé pendant les ateliers, je vais leur recommander d'aller voir un psychologue pour vraiment pouvoir bah, comprendre et analyser justement ce qui avait besoin d'émerger chez eux. Et du coup, on me demande aussi combien de temps dure cette formation en bibliothérapie, donc hors autre formation thérapeute. Alors du coup, la formation en bibliothérapie, alors elle dure, c'est vraiment quelques heures. Hein, moi j'avais fait sur 2 ou 3 jours, mais c'est vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est bien d'avoir un autre bagage à côté, parce qu'aujourd'hui, c'est bien de faire une formation en bibliothérapie et celle de Régine de Tombelle est très bien, mais pour moi, ça ne suffit pas euh, pour pouvoir vraiment gérer un groupe ou gérer un individuel parce que, comme je disais tout à l'heure, on peut, on peut proposer des ateliers de bibliothérapie, mais si on veut euh, il y a de la gestion de l'humain à faire, que ce soit avec les enfants ou les adultes. Et comme je disais tout à l'heure, c'est très, très, très important de ne pas émettre d'avis, de ne pas donner de conseils, d'être toujours très bienveillant et de réussir à gérer le groupe parce que souvent, justement, ces ateliers-là, ça permet de faire émerger des émotions, c'est l'objectif, mais en fonction des émotions qui sortent, il faut pouvoir gérer ces émotions-là aussi. Donc le groupe, le fait d'être en groupe, ça aide aussi à canaliser les émotions, mais en tant que médiateur, on doit être capable
de réussir en fait à proposer un espace safe, on va dire, à la personne face à ses émotions et à protéger aussi les participants et soi-même face à certaines choses qui peuvent en ressortir. Et voilà. Et donc, du coup, c'est bien d'avoir conscience de ça quand on est médiateur d'un atelier comme ça. D'accord. Et du coup, on me demande aussi si tu proposes des ateliers individuels ou parents-enfants pour recréer du lien, par exemple, à travers le jeu ou l'expérience, ou est-ce que tu fais ça seulement en établissement ou en groupe? Alors, moi, pour le moment, je le fais principalement en groupe. Après, c'est vrai que j'ai l'idée. Alors, en individuel, je pense pas que. J'ai pas vocation, on va dire, à le faire en individuel comme ça. Alors, pour pouvoir accompagner des enfants, oui, mais par exemple avec des adultes, non, pas forcément. Donc, le fait de faire c'est une très bonne idée, le fait de faire, par exemple, créer le lien parent-enfant, ça c'est totalement quelque chose que je ne fais pas aujourd'hui, mais ça me donne des bonnes idées. Merci beaucoup pour, à mettre en place. Voilà. Par contre aujourd'hui, je n'ai pas prévu de le faire, en tout cas avec les adultes, de travailler en individuel. Euh, mais c'est quelque chose auquel je pense potentiellement pour les enfants ou pour un cadre familial. Ouais, ouais. Très bien, je crois qu'on a à peu près fait le tour des différentes questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres petites questions de la fin. Mais en tout cas, c'était vraiment très intéressant d'ailleurs. Les Merci participants beaucoup. disent. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je le disais tout à l'heure dans le chat, on va vous renvoyer les différentes références qu'a cité Marine. Je vous renverrai ça par mail. Je vais vous renvoyer aussi du coup, le replay du webinaire. Et puis voilà, vous aurez pas mal d'informations. J'en profite pour dire au passage que on a un petit partenariat concours en ce moment avec Tom Pouce et puis Cardi, que vous connaissez peut-être, qui est spécialisé aussi dans les ressources pour les enfants 10. Et du coup, c'est plutôt destiné aux associations et orthophonistes, etc. Donc, s'il y en a parmi vous, n'hésitez pas à participer. Il y a plein de choses très très chouettes à gagner, dont un exemplaire du livre, du jeu de Marine, qu'elle nous a présenté tout à l'heure. Il y a aussi une bibliothèque, enfin un abonnement à la bibliothèque Locomo, donc qu'on propose chez Mobilis, et puis plein d'autres choses très intéressantes, beaucoup de livres sur la dyslexie, etc. Donc n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien d'ailleurs, et je vous le remettrai dans le petit mail que je vais vous envoyer. Hop. Et je crois qu'on en a fait. Ah si, attestation de présence, oui, tout à fait. Il suffit de m'envoyer un petit mail en retour, donc je vous envoie le mail tout à l'heure, là, au plus tard demain matin, mais je pense tout à l'heure avec toutes les infos. Et puis en retour, vous me demandez les attestations de présence et je vous enverrai ça sans problème. Donc merci beaucoup, merci Marine. Ben, merci à toi, Faustine, et merci à tous les participants. C'était Et puis un plaisir d'être là. bon après-midi, bonne continuation. Et donc, je disais, c'était le dernier webinaire de ce petit cycle sur l'accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers, parce qu'on arrive en juin et que tout le monde est très, très débordé et qu'après, ce sera les vacances. Donc, c'est bien de faire une petite pause, mais on reprendra ça dès l'année prochaine. S'il y a des demandes particulières sur certaines thématiques, n'hésitez pas. Et puis, ou même des personnes qui souhaitent participer. Voilà, je vous remets mes coordonnées ici, vous les aurez par mail de toute façon. Donc, en attendant, je vous souhaite un bon après-midi et puis une bonne fin d'année du coup. Voilà. Et merci à tous et à bientôt.